Rozwiązania europejskie. Cruzamentu da Europa. Răscrucea Europei. Stavrodromitis Europis. Treffpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Décidément, les Portugais ne font rien comme tout le monde. Dans une Europe politiquement dominée par des coalitions de droite avec parfois l'appui de l'extrême droite, les Portugais ont porté au pouvoir le socialiste António Costa qui gouverne le pays allié aux communistes, aux Verts et à un parti d'extrême gauche, le Bloc de gauche. Depuis 2015, cette coalition improbable mène une politique à rebours de l'austérité du précédent gouvernement de droite. Le salaire minimum a été augmenté, tout comme les petites retraites, mais dans le même temps, le déficit public est repassé sous la barre des 3%, la croissance a retrouvé de la vigueur à près de 3%. Quant au taux de chômage, il est retombé à moins de 9% contre plus de 16, 4 ans plus tôt. Seuls les incendies de forêt qui ont causé plus de 100 morts cet été ternissent cette renaissance portugaise. Alors, en Europe, le Portugal est-il une exception? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Ana Navarro Pedro, bonjour. Bonjour. Bon dia, boa tarde. Bon dia. Vous êtes la correspondante à Paris de l'hebdomadaire Vison. Yves Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, Histoire du Portugal contemporain de 1990 à nos jours, a été publié aux éditions Chandaigne. Il vient d'être traduit en portugais. Dans une autre édition... Oui. Chez un éditeur au Portugal. Voilà, avec la même couverture, on y voit une image du 25 avril 1974. Et puis à Lisbonne, nous rejoignons António Costa Pinto. Bonjour, boa tarde, bon dia. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université de Lisbonne. Alors, avant de parler du Portugal d'aujourd'hui, quelques mots sur le contexte du Portugal au lendemain de la crise. Ana Navarro Pedro, un pays fatigué par des années d'austérité à partir de la crise 2008-2009, ça a duré longtemps, pratiquement jusqu'en 2014, 2013, 2014, des mesures en rien comparables à celles que l'on a pu connaître en France. Il y a eu l'intervention de la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, un prêt de 78 milliards d'euros et vraiment des coupes importantes qui ont modifié, bouleversé la vie des Portugais en quelques mots. Complètement un pays sombre, un pays où la population fuyait, c'est cette lente hémorragie des forces vives du pays qui s'en allait vers d'autres économies, chercher du travail, chercher de quoi vivre. Une réduction brutale des pouvoirs d'achat. Les Portugais qui devaient se rendre leur foyer puisqu'ils ne pouvaient plus payer les banques, les emprunts qu'ils avaient à crédit. Des entreprises qui fermaient, une augmentation des impôts pour les particuliers, diminution des retraites, salaire minimum coupé, etc. C'était une période d'austérité qui d'ailleurs a été décriée par la plupart des économistes disant mais ça ne marche pas. Que ce soit des économistes plutôt à gauche comme Krugman ou Stiglitz ou d'autres qui disaient mais ça ne marchera plus, on sait que ça ne marche plus. Évidemment, un remodelage du paysage économique du pays, notamment d'un pays qui avait peut-être un welfare state, un état-providence un peu plus poussé à l'époque, pas autant qu'en France, faut bien le dire, moitié moins même, presque. Et donc c'est un panorama de tristesse, une démographie qui diminue, négative, moins de naissances que de morts. En plus cette immigration dont je vous ai parlé, donc un pays sombre, triste et très affecté par les mesures économiques qui sont prises à l'époque. Et soudain, Yves Léonard, ces élections en octobre de 2015, c'est-à-dire il y a tout juste 2 ans, et la victoire, dans un premier temps, du PSD. Alors le PSD, c'est le Parti social-démocrate, mais au Portugal, c'est le parti de droite. Il arrive en tête des élections, mais son leader, Pedro Passos Coelho, n'arrive pas à former une coalition, un gouvernement. Et là arrive le numéro 2, le Parti socialiste, avec son leader, António Costa, qui lui arrive à former un gouvernement, une coalition totalement improbable. Oui, effectivement, c'est improbable au regard de la situation politique antérieure, parce que depuis des années et des années, en fait, depuis le lendemain de la Révolution, depuis 1975, il y avait une séparation, un écart très fort entre le Parti socialiste et le Parti communiste, qui n'avaient plus jamais gouverné ensemble. Donc, la première levée d'incertitude, elle était là. Mais c'est surtout la politique aussi, on va dire, de la main tendue, qui a été faite au moment, dans les lendemains de cette élection législative, entre le Parti socialiste et le Bloc de gauche. C'est cette politique
d'échanges qui a permis aussi cette alliance et qui a fait que le Parti communiste s'est mis aussi dans l'attelage pour former cette alliance très insolite, très singulière au regard de l'histoire politique du Portugal et aussi très singulière à l'échelle européenne. Alors le bloc de gauche, faut un peu préciser, en Espagne on l'appellerait Podemos et en Grèce on l'appellerait Syriza, plus ou moins. Plus ou moins. Le bloc de gauche, c'est pas tout à fait ni Podemos ni Syriza. C'est un parti, une coalition, un regroupement qui s'est fait à la fin des années 1990 à partir de formations d'extrême gauche trotskistes qui se sont réunis et qui ont su renouveler leur discours avec un ancrage politique qui est plutôt très littoral et urbain, et avec de nouvelles figures qui ont émergé. Et c'est aussi ce renouvellement de l'image qui a été lié au bloc de gauche qui a facilité ce rapprochement dans un contexte bien particulier où il faut bien voir que, certes, le PSD était arrivé en tête lors des élections législatives, mais l'image même du président du PSD, Premier ministre sortant, était très singulièrement, très fortement écornée. Donc, la volonté a été de passer outre. Le passer outre, ça a été de dire on va quand même gouverner seul. Et donc il y a eu la formation d'un gouvernement minoritaire qui, en quelques jours, a été mis en minorité, renversé à l'Assemblée de la République, parce qu'il y a eu cette volonté finalement de ne pas tenir compte du résultat global des élections, pas simplement de l'arrivée en tête. Il y a une tradition, si vous voulez, au Portugal, on est dans une logique, on va dire, de régime parlementaire, même si on verra tout à l'heure que c'est plus compliqué que ça, mais c'est le parti arrivé en tête des élections qui forme l'ossature du gouvernement. Là, cette règle qui était en vigueur depuis de nombreuses années a été pour la première fois brisée. C'était aussi une situation politique qui était tout à fait insolite, avec un parti social-démocrate, le PSD, qui avait perdu des voix et des sièges en nombre important en octobre 2015. Donc, une victoire, on ne peut plus étriquer. Une victoire en demi-teinte, en trompe-l'œil, on va dire. Antonio Costa Pinto, quand Antonio Costa forme ce gouvernement, tout de suite on lui donne un drôle de nom, on appelle ça Geringonça, je sais pas si je le dis bien en portugais, je crois qu'on peut traduire ça par le machin, le bidule, le truc, en tout cas on donne pas cher de ce gouvernement. C'était votre cas lorsque vous avez vu ce gouvernement se former, vous avez dit ça tiendra pas très longtemps, ou au contraire vous avez dit non, il y a peut-être une ouverture, il va peut-être se passer quelque chose? Sans doute, je crois que surtout, et je crois qu'il faut le souligner, le plus important en fait, c'est que c'est une coalition, au fond, de la gauche contre l'hypothèse d'un gouvernement minoritaire du centre-droite. Parce que si vous voulez, la démocratie portugaise a toujours eu un problème entre la gauche et la droite. Pour la droite, c'était toujours possible de former des gouvernements majoritaires, et pour le Parti socialiste, c'était toujours problématique puisque l'unité de la gauche, c'était pratiquement impossible depuis la transition démocratique. Et donc, je crois que le plus important en fait de cette initiative du Parti socialiste, c'est une initiative à la fois contre le déclin électoral des partis socialistes en Europe. Et donc, António Costa, il appartenait pas à l'aile gauche du Parti socialiste, c'est un socialiste très lié en fait au centre, si j'ose dire, du Parti socialiste, que s'est rendu compte que avec encore 4 ans de droite au pouvoir, le Parti socialiste allait en fait souffrir probablement le même destin d'autres partis socialistes en Europe. Donc, cette solution a été aussi le résultat d'un pragmatisme politique du Parti socialiste qui, au fond, a dit aux deux partis de gauche, si on ne trouve pas un accord au Parlement, alors là, oui, la droite va s'éterniser au pouvoir au Portugal. Donc, il n'y avait pas une expérience de collaboration politique au Parlement entre ces 3 partis. Et c'est ça, en fait, la grande nouveauté, si vous voulez, de la démocratie portugaise. C'est en fait la collaboration tranquille,
de trois partis qui étaient toujours en opposition au Parlement. Donc un grand pragmatisme, Navarro Pedro, des politiques portugais. António Costa qui dit, voilà, une alliance avec la droite, on va perdre encore des plumes, je crois qu'on peut employer cette expression. Et puis des partis de gauche, d'extrême gauche, ils disent finalement, si on ne prend pas le train en marche, on va finir par nous le reprocher. Oui, et puis contrairement à António Costa Pinto qui n'a pas répondu à votre question, moi je vais vous dire, oui, moi je me suis dit, dans un an on a des élections législatives anticipées, parce que ces gens-là ne prennent jamais son temps. Le Parti socialiste portugais, comme disait António Costa Pinto, est un parti assez centre-gauche, centre-droite, voire si vous prenez une grille de lecture française, c'est un parti qui est au recentrage de la vie politique portugaise depuis les années 80. Et effectivement, je me disais, ces gens du bloc de gauche, le Parti communiste portugais, qui est très dur, toujours très orthodoxe. Un peu stalinien, un peu. On peut encore le dire. Qui a cette fonction nécessaire dans une société, dans une démocratie, de dire le roi va nu. Mais il ne le dit pas sans intérêt propre non plus, évidemment. Donc je me disais, non, ça va pas tenir, cette histoire-là. C'était sous-estimé quand même. D'un côté, je pense, ce que vous venez de dire, le fait que autant les communistes que le bloc de gauche ne pouvaient plus supporter l'idée d'avoir la droite au pouvoir. Et la société portugaise en était extrêmement fatiguée, et je pense qu'elle demanderait des comptes à tout le monde si on ne trouvait pas une solution. Et puis c'était sous-estimé les capacités de négociateur d'António Costa. Il est tenace, il est patient, et c'est vraiment un très très fin négociateur. S'il y a quelque chose que le Parti socialiste portugais a donné au monde, c'est des très bons négociateurs. Regardez Guterres, qui est maintenant au poste de secrétaire général de l'ONU, à cause de ses dons de négociateur aussi. Yves vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste un point. Tout ça est vrai. Il faut rappeler qu'en 2015, le Parti socialiste fait 32% aux élections législatives. C'est quand même un socle à l'aune européenne qui est un socle assez solide. Voilà, il faut juste... António Costa Pinto, est-ce que vous diriez que cette coalition qui marche est une victoire posthume de Mário Soares, qui reste quand même le grand socialiste portugais? Je voulais, si je peux souligner un point très important, qui d'ailleurs sépare en fait l'austérité et la période d'austérité au Portugal, n'est-ce pas, de la Grèce ou de l'Espagne. Les Portugais ont en fait souffert la crise avec un gouvernement majoritaire de centre-droite et avec beaucoup de stabilité politique. Et il faut dire d'ailleurs que pendant les 4 ans de crise, c'était au fond la Cour constitutionnelle qui a bloqué une partie des mesures d'austérité, et ces mesures d'austérité sont venues d'un gouvernement qui croyait vraiment que la libéralisation des rapports État-société au Portugal, c'était vraiment le futur pour la croissance économique, etc., etc. Il ne faut jamais sous-estimer que cette coalition entre ces trois partis, c'est une coalition qui, surtout, a été formée de la peur de voir encore la droite au pouvoir à compléter, si vous voulez, ce programme de libéralisation. António Costa Pinto, donc la ligne de conduite de ce gouvernement, c'était finalement une politique assez paradoxale, respecter les engagements européens et notamment la réduction du déficit, tout en redonnant du pouvoir d'achat aux Portugais, ce qui était plus ou moins le contraire de ce qu'a longtemps exigé Bruxelles et les institutions européennes. Et ça a plutôt marché. Oui, parce qu'entre-temps, et il faut dire, de temps en temps, il y a des conjonctures économiques très favorables à des gouvernements qui ne sont pas exactement le produit, n'est-ce pas, de l'action politique d'un gouvernement. Et c'était le cas au Portugal. Parce qu'entre-temps, la récupération de l'économie portugaise, la performance des exportations, le boom du tourisme, tout ça, en fait, a provoqué une conjoncture économique qui a permis aux socialistes, au même temps, être européiste du point de vue de tous les compromis avec Bruxelles et en même temps de négocier avec les communistes et le bloc de gauche une récupération, si vous voulez, non seulement du pouvoir d'achat, mais des pensions, des salaires de la fonction publique, etc. Au fond, d'éliminer pratiquement toutes les mesures d'austérité que le gouvernement de centre-droite avait implémentées. Ça veut dire, au fond, faire
quelque chose qui est vraiment très difficile, mais il faut dire que c'est cette conjoncture économique très favorable qui a donné au gouvernement la possibilité de le faire. Voilà, une volonté politique très nette, vous l'avez expliqué Antonio Costa Pinto, mais aussi à Nana Pedro ou Yves Léonard, un alignement des planètes, hein, un pétrole très bas, des taux d'intérêt bas, un boom du tourisme que l'on peut expliquer effectivement par le fait que les Européens vont de moins en moins dans les pays méditerranéens du Sud, Tunisie, Maroc, etc. Un rebond des industries traditionnelles, des exportations qui marchent. Un alignement des planètes, Nana Pedro. C'est effectivement un alignement des planètes, c'est-à-dire c'est une conjoncture économique favorable à un gouvernement qui... Moi, je serais moins optimiste qu'Antonio Costa Pinto. Je crois pas que le gouvernement actuel de gauche ait éliminé les mesures d'austérité prises auparavant. Je pense qu'il en a réduit certains effets. Il a effectivement éliminé le surimpôt sur le revenu. Il a un peu augmenté le salaire minimum, un peu augmenté les retraites, mais qui avait beaucoup baissé. Il a augmenté l'impôt sur les sociétés, par exemple, parce que l'argent, il faut le trouver quelque part pour que le budget soit équilibré et, enfin, il est en fait dans les rails de Maastricht maintenant. Eh bien, il faut faire quelque chose, il faut réduire les dépenses. Il y a 30% de dépenses en moins de l'État portugais. Et ces incendies macabres au Portugal, une des raisons de leur propagation d'incapacité à payer, c'est le manque d'investissement, notamment pour combattre aux incendies, par exemple, et de fonds d'État à ce niveau-là. C'est pas la seule. Hein. Donc, ce n'est pas un miracle absolu, mais effectivement, sur cette conjonction que vous venez d'énumérer in extenso, de facteurs favorables, peut-être que la politique économique de l'actuel gouvernement n'aurait pas le succès qu'elle a. En tout cas, elle a été confirmée, elle plaît aux Portugais. Il y a eu des élections locales il y a environ 3 semaines, et ça a été un grand succès, Yves Léonard, pour le Parti Socialiste et pour Antonio Costa. Oui, effectivement, parce que fort de tous ces éléments, de ces indicateurs qui s'améliorent, de manière assez originale là aussi, une élection à mi-mandat, on va dire, puisque les élections locales arrivent un peu à mi-mandat, 2 ans après les élections législatives et la formation de cette coalition insolite, eh bien, le Parti Socialiste, qui est la figure de proue, a obtenu un très très bon résultat en augmentant le nombre de villes dont il s'assure le contrôle, en reprenant même des villes au Parti communiste, qui à terme évidemment est un sujet d'interrogation entre les deux formations et cette fameuse gérigança. Donc c'est un succès, oui, qui est tout à fait étonnant et qui est dû beaucoup, non seulement aux résultats économiques et à ce nouvel élan, on voit cette nouvelle confiance qui est en train de s'installer, et puis aussi à l'habileté qui a été souligné tout à l'heure du Premier ministre responsable du Parti Socialiste, Antonio Costa, qui est quelqu'un de redoutablement habile et fin dans sa manière de mener une campagne. Donc c'est effectivement, quand on regarde à l'échelle européenne, là aussi, un résultat singulier. Singulier politiquement, singulier économiquement. Le Portugal, une exception européenne. Ça sera évidemment le mot de la conclusion, mais on peut déjà en dire quelques mots. En tout cas, un modèle exportable. Ah, exportable, c'est toute la difficulté. C'est un cas tout à fait intéressant, insuffisamment analysé, notamment en France. On en parle relativement peu. C'est l'occasion ici, mais c'est vrai qu'on le relève souvent à la marge, alors que là on a quelque chose de tout à fait singulier, original. Exportable, c'est toute la difficulté, parce que là on a à la fois un contexte local très particulier, l'alignement des planètes, comme ça a été dit tout à l'heure, un intérêt commun, ça a été bien rappelé, cette volonté de former une coalition pour s'opposer, pour rejeter ces politiques à la fois austéritaires et cette droite, centre-droite, qui risquait de s'imposer durablement au pouvoir. Et puis un parti social-démocrate qui ne s'effondre pas, alors que c'est partout le cas en Europe, ou presque. Exactement, c'est un socle. On parlait tout à l'heure des élections législatives, 32%, cette fois-ci aux élections locales, 38% environ. Ce sont des résultats qui, à l'échelle européenne, sont tout à fait remarquables. On pourrait parler de résilience, c'était évoqué dans le propos introductif, mais c'est intéressant de voir que ce parti socialiste est un parti de gouvernement, comme Anna le rappelait tout à l'heure, qui est plutôt de centre-gauche. C'est un parti qui est très résilient à l'échelle européenne et un des seuls
à constituer une base, à avoir une base électorale qui, malgré l'abstention, on en parlera, malgré un certain nombre de dysfonctionnements du système politique, reste un parti de gouvernement, un parti avec des militants, des élus locaux, on l'a vu lors des élections locales. Donc c'est un pôle tout à fait intéressant. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite. Europejskie. Cruzământul de Europa. Răscrucea Europei. Stavrodromii της Ευρώπης. Treffpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Décidément, les Portugais ne font rien comme tout le monde. Dans une Europe politiquement dominée par des coalitions de droite avec parfois l'appui de l'extrême droite, les Portugais ont porté au pouvoir le socialiste António Costa qui gouverne le pays, allié aux communistes, aux Verts et à un parti d'extrême gauche, le Bloc de gauche. Depuis 2015, cette coalition improbable mène une politique à rebours de l'austérité du précédent gouvernement de droite. Le salaire minimum a été augmenté, tout comme les petites retraites, mais dans le même temps, le déficit public est repassé sous la barre des 3%, la croissance a retrouvé de la vigueur à près de 3%, quand au taux de chômage, il est retombé à moins de 9% contre plus de 16, 4 ans plus tôt. Seuls les incendies de forêt, qui ont causé plus de 100 morts cet été, que l'on vient d'évoquer, ternissent cette renaissance portugaise. Alors en Europe, le Portugal est-il une exception? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Ana Navarro Pedro, journaliste correspondante à Paris de l'hebdomadaire Visant. Yves Léonard, enseignant à Sciences Po, son dernier livre, Histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours, est publié aux éditions Chandaigne. Et António Costa Pinto, professeur de sciences politiques à l'université de Lisbonne, en ligne de Lisbonne. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon. Bonjour Daniel. Dans les années 70-80, le textile, la chaussure et le liège formaient l'essentiel de l'industrie portugaise, pilier mis à mal dans les années 2000 par la mondialisation et la concurrence asiatique. Eh bien aujourd'hui, elles reviennent en force, comme le souligne le quotidien portugais Público. Oui, en effet. Alors, on a un article d'un quotidien de Lisbonne, Público, qui rappelle effectivement qu'il y a 30 ans, la plupart des responsables politiques et économiques du Portugal pensaient que les secteurs traditionnels étaient condamnés, parce qu'ils reposaient sur une main-d'œuvre bon marché et que celle-ci allait disparaître avec la modernisation du pays, avec l'arrivée de nouveaux matériaux qui rendraient superflu le liège, par exemple, et puis des modes d'exploitation agricole qui seraient beaucoup plus performants. Mais finalement, à force d'innovation et avec le soutien de fonds européens, tous les secteurs traditionnels connaissent aujourd'hui une renaissance spectaculaire. Alors, est-ce que Público donne quelques exemples ? Effectivement, il fait le tour de ces secteurs qui ont mis du temps, qui ont traversé un processus d'adaptation douloureux quand même, avec beaucoup de pertes d'emplois et d'entreprises. Mais aujourd'hui, dans un secteur comme la chaussure, c'est une révolution profonde qui a eu lieu et qui fait que les ventes à l'étranger, par exemple, ont bondi de 1/3. 34% depuis 2010. Alors comment ? En développant des produits de luxe et en coopérant beaucoup avec les ingénieurs, notamment de l'université de Porto. C'est vrai pour la chaussure, mais c'est vrai aussi pour la confection, qui a développé des fibres très sophistiquées, notamment pour les vêtements de sport, et puis un appareil logistique très performant qui, grâce au rapprochement entre la science et l'industrie, a permis de produire des marques de luxe et de faire concurrence à la concurrence asiatique et à ses prix. Et puis on voit aussi le liège qui était exposé... Dont le Portugal est le premier exportateur mondial et le premier producteur mondial. Et qui a été exposé à la concurrence des bouchons synthétiques. Eh bien, la recette, recherche et développement, investissement, innovation, et c'est redevenu le grand exportateur qu'on connaît. En résumé, comme le dit Público, le secret du succès réside dans la spécialisation, le design, l'ajout de services et la technologie. Et, bien sûr, les aides européennes à la modernisation qui ont fait, comme le dit
le journaliste de Publico, des vilains petits canards d'hier, des signes majestueux aujourd'hui. Merci Daniel, Courrier International l'hebdo et courrierinternational.com le site. Yves Léonard, il y a une renaissance quand même du Portugal. Je pense que le mot renaissance, on peut l'employer à juste titre, avec toutes ces industries qui ont fait la célébrité du Portugal, le textile, la chaussure, le liège évidemment. Tout ça, ça avait disparu, ça renaît, parce que on a modernisé tout ça, on a imaginé ça non plus à un niveau local, mais à un niveau un peu mondial, en tout cas européen. Oui, alors effectivement, c'est surtout une montée en gamme, on va dire, des produits. Il y a cette volonté d'améliorer, de trouver des niches aussi, avec cette volonté de l'exportation qui est très présente, donc cette dimension mondiale. J'ajouterais aussi dans ce panorama sur une production nationale historique, le vin aussi, qui a d'une certaine manière aussi connu une évolution semblable, avec une montée en gamme de cette production vinicole, pas simplement le vin de Porto, mais de nombreuses régions. Les vins de l'Alentejo. Les vins de l'Alentejo, les vins du Douro qui ont également monté en gamme. On a replanté dans ces régions avec des fonds communautaires. L'Europe a été très importante aussi pour permettre ces mutations. On a la capacité aujourd'hui de s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont été formés aussi localement. Ça a été rappelé, les universités, celle de Porto a été citée, Trás-os-Montes a été également éminente, par exemple sur la production vinicole. On a aujourd'hui des œnologues, des spécialistes qui sont formés localement et grâce à cette culture aussi européenne qui a été très forte depuis 1986. Alors une économie de plus en plus diversifiée sur le plan géographique, le nord, le sud, l'Alentejo, sectoriel aussi. Le Portugal s'est diversifié, Ana Navarro Vedro. Pas mal. Je vais d'emblée dire nous pouvons toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, nous sommes en train de mettre l'accent sur les points positifs et c'est très bien parce que c'est peut-être l'avenir qui est là-dedans. Pour le textile, les chaussures, etc., je vais juste mettre un petit bémol. C'est vrai, ce qu'écrit Publico, c'est la pointe de l'iceberg. Il reste une économie derrière à faible valeur ajoutée pour le gros des exportations qui contribuent pour 2,5% du PIB au Portugal. Ça reste vraiment des secteurs d'activité à faible valeur ajoutée, à faible salaire et donc faible contribution à l'économie, mais elle a le mérite d'exister et de se développer dans ce sens de la recherche technologique, des produits haut de gamme, de l'implantation de jeunes créateurs portugais qui se font un nom sur les marchés nationaux et internationaux. C'est toujours ces deux aspects-là, le côté positif, le côté négatif. Le Portugal quand même reste un pays dont les grandes faiblesses économiques, c'est le côté structurel. Il n'y a pas eu de réforme structurelle au Portugal et ceci vraiment depuis le siècle dernier. On est resté un peu sur ces économies. On a tellement dépensé sur l'éducation sans pour autant en voir un exemple de masse comme en France. Donc, les gens qui sont vraiment diplômés, qui sont vraiment actifs dans l'économie portugaise, ça reste une minorité quand même par rapport à la grande masse du pays. Ça reste un pays avec des faibles plus-values dans sa production. Le tertiaire maintenant, depuis quelques années, est en train de prendre un essor extraordinaire, notamment avec la création des start-up. Il y a un climat très favorable mis en place par ce gouvernement de gauche, mais ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avant. Ça a commencé avec d'ailleurs la mairie de Lisbonne dans 2015, 2014, etc. Dont le maire s'appelait déjà Antonio Costa. Oui, c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a une conscience un peu transpartisane au Portugal. Mais il y a un climat là pour l'installation des entreprises. C'est très facile de créer une entreprise au Portugal, contrairement à la France ou à d'autres pays européens. En 1 heure, vous créez votre propre entreprise. Hop, vous êtes prêt à fonctionner. Et vous voyez, par exemple, des événements comme le Web Summit, qui est un sommet J'allais effectivement y venir. Antonio Costa Pinto, effectivement, on a parlé des industries traditionnelles, mais il va y avoir le mois prochain, comme tous les ans maintenant à Lisbonne, le Web Summit. En quelques mots, c'est assez inattendu. Quand on parle d'un sommet mondial de l'Internet, on pense plutôt à la Californie, on pense pas forcément au Portugal. En fait, il y a une vingtaine d'années, un ministre de centre-droite a souligné que le Portugal pouvait être en fait la Californie de l'Europe. Mais en fait, on a encore pas mal de faiblesses. Je suis tout à fait d'accord avec Ana Navarro Pedro. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que ce point de vue de la structure de l'économie portugaise, on n'a pas eu des changements énormes. L'économie portugaise continue à avoir des problèmes avec l'euro. Chaque fois que la valeur de l'euro augmente, l'économie portugaise a des problèmes. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le Portugal est un peu condamné
à des dévaluations internes chaque fois que les rapports, si vous voulez, dans le cadre de l'euro, se compliquent. Il ne faut pas non plus oublier que la politique de la Banque Centrale Européenne est aussi très importante du point de vue, évidemment, de la capacité de récupération de l'économie portugaise. Ceci étant dit, c'est vrai que dans les derniers, je dirais, 6-7 ans, même déjà pendant la crise, comme le Websam et d'autres aventures du côté technologique, etc. Mais les faiblesses sont là. Le cadre est aujourd'hui très favorable à l'économie portugaise, mais la dépendance, si vous voulez, de la Banque Centrale Européenne, des taux d'intérêt, donc c'est une conjoncture que le gouvernement portugais doit profiter, mais en même temps, il faut être prudent du point de vue, évidemment, de la performance de l'économie portugaise. Ça veut dire, on ne change pas très rapidement de la périphérie au centre de l'économie européenne. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses structurelles dans l'économie portugaise, par exemple un investissement public et privé un peu faible, par exemple. Oui, et surtout, je suis tout à fait d'accord avec Ana Navarro, Pedro, on a des faiblesses, par exemple, l'investissement en éducation, après 40 ans de démocratie, n'a pas donné les résultats qu'on aurait pu croire. On a des faiblesses, et l'éducation, par exemple, c'est une des grandes faiblesses de l'économie portugaise et de la société portugaise, par exemple. Alors, cela dit, Yves Léonard, pour reprendre une phrase de votre livre, le Portugal n'est pas la Grèce. Oui, c'est beaucoup mieux que la Grèce en tout cas. Enfin, je citais des personnes qui ont souvent utilisé cette phrase pour parler du Portugal, y compris des hommes politiques portugais, pour expliquer leur attitude. Antonio Costa Pinto parlait du réflexe culturel. On va pas développer trop longtemps, mais ce sont des pays qui ont une histoire très différente, une culture, etc., extrêmement, totalement différente, et surtout des bases en termes d'État, de structure étatique, etc., qui sont quand même très très différentes. Donc, on partait pas des mêmes fondamentaux. Il existe un État portugais, alors qu'on peut s'interroger sur la Grèce, sur la situation de la Grèce. Il n'y a pas que ça. Daniel, il y a quelques années, quand on s'est connus, vous me disiez, c'est une petite anecdote, un petit truc léger, mais vous me disiez, Anna, mais les Portugais sont beaucoup plus anglo-saxons, beaucoup plus anglais dans leur façon d'être que les gens du sud de l'Europe. Je disais oui, pourquoi pas. C'est peut-être ça aussi, une petite différence. Yves Léonard, vous vouliez poursuivre. Oui, non, je veux dire effectivement que les bases n'étaient pas les mêmes. Et puis, là aussi, les politiques qui ont été menées ces dernières années au Portugal, à partir de fondamentaux qui n'étaient pas les mêmes. Sur la question de l'austérité, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu d'abord des inflexions, ça n'a pas été monolithique. Il y a une prise de conscience, notamment de la gauche, et cette volonté en 2015 de se fédérer pour empêcher la poursuite de ces politiques austéritaires, mais il y avait eu des signes avant-coureurs, il y avait eu effectivement le tribunal constitutionnel, la Cour constitutionnelle qui avait bloqué un certain nombre de choses. Donc on a très vite perçu à quel point ces politiques austéritaires risquaient de mettre le pays dans le mur. Et une situation politique aussi qui n'était pas la même qu'en Grèce. Donc comparaison n'est pas raison, quoi. On est sur quelque chose de très différent. Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles. Carrefour de l'Europe, le Portugal, une exception en Europe. Nous posons cette question avec Ana Navarro Pedro, journaliste et correspondante à Paris de l'hebdomadaire Vison, avec Yves Léonard, enseignant à Sciences Po, qui vient de publier Histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours aux éditions Chandaigne, et avec Antonio Costa Pinto, professeur de sciences politiques à l'université de Lisbonne, et il est en ligne de Lisbonne. Antonio Costa Pinto, j'ai envie de vous demander, est-ce que les Portugais ont repris confiance en eux avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire peut-être qu'une success story, ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas le Portugal va beaucoup mieux, les Portugais vont beaucoup mieux, puis il y aurait des choses un petit peu subjectives, le Portugal est champion d'Europe de football, ça c'est quelque chose d'important, les Portugais ont gagné l'Eurovision, ça ne leur était jamais arrivé, et avec Salvador Sobral qui a subjugué l'Europe entière, enfin des petites choses comme ça un peu subjectives, mais mis bout à bout, est-ce que les Portugais qui sont des adeptes de la saudade, c'est-à-dire d'une certaine nostalgie du passé, est-ce que finalement les Portugais sont en train de reprendre confiance en eux ?
Je dirais que oui. En fait, toutes les études d'opinion l'illustrent très bien. Les Portugais sont plus optimistes aujourd'hui qu'ils étaient évidemment à 2 ou 3 ans pendant la période d'austérité. C'est vrai aussi que cette conjoncture dramatique des incendies au mois de juillet, août et octobre, ça a provoqué tout d'un coup un triste réveil. Voilà, mais c'est vrai. Et s'il y a une dimension de la démocratie portugaise et des attitudes politiques des Portugais qui vaut la peine, je crois, souligner, c'est la grande stabilité. Ça veut dire, pendant toute la période d'austérité, le Portugal a été gouverné par une majorité de centre-droite, par un gouvernement assez stable. Le Portugal est gouverné par le Parti socialiste avec cet accord parlementaire avec l'extrême gauche, mais on peut dire que avec beaucoup de stabilité. Le système des partis au Portugal, c'est assez stable vis-à-vis des systèmes de partis en Europe, n'est-ce pas, des partis qui disparaissent, des nouveaux partis populistes à droite, à gauche, etc. Et le système de partis au Portugal est très stable. Donc, il y a au même temps une taux de participation dans la démocratie portugaise, dans le système politique assez faible, mais au même temps une grande stabilité, si vous voulez. Et cette stabilité politique a à voir en fait avec les Portugais. En général, on peut dire que les Portugais n'aiment pas les extrêmes, n'aiment pas la radicalité sociale, politique, et je crois que ça c'est une caractéristique très importante en fait des Portugais. On va y revenir un instant, mais je voulais poser la question à Nana Varroupilha. Ces incendies, qu'est-ce qu'ils révèlent finalement du pays? Parce que 10 millions d'habitants au Portugal, 2 incendies gigantesques cet été, plus de 100 personnes ont trouvé la mort, c'est-à-dire c'est quand même une catastrophe exceptionnelle à 2 reprises. Qu'est-ce que ça révèle finalement sur l'état du pays? Incurie des pouvoirs publics dans la gestion de la prévention des catastrophes naturelles, une justice pas assez forte pour punir, parce que la plupart des incendies étaient quand même criminels, des intérêts privés. Il y a des gens portugais qui parlent du cartel des incendies. Ça veut dire quelque chose quand même si la Vox Populi utilise cette expression. Mais au départ, il faut que les pouvoirs publics agissent et avec force. Qu'on punisse, qu'on mette les moyens nécessaires pour rattraper les responsables, qu'on punisse et qu'on le fasse savoir et qu'on ne puisse pas profiter des incendies. Vous aurez toujours des fous, des pyromanes, etc. Mais qu'il n'y ait pas assez de moyens à 2 reprises, à quelques semaines d'intervalle et que les gens restent toujours impunis, c'est absolument inacceptable au vu des morts. Je voulais juste, si vous me permettez, revenir sur quelque chose. Nous sommes en train de donner le Portugal à une image meilleure et c'est tant mieux et j'espère que c'est l'avenir, qu'on pourra avoir assez de conjoncture favorable pour aller de l'avenir. Mais ça reste quand même un pays très meurtri par ces politiques d'austérité, peut-être par le manque des politiques structurelles de l'avant. On a encore dans des régions du Portugal des gens que sous la politique d'austérité se sont désabonnés de l'électricité parce qu'ils ne pouvaient pas payer la facture et qu'il le reste à ce jour. Il y a des gens qui meurent encore faute de soins parce qu'il y a eu des petites mesures qui ont été prises, genre on ne paye pas les transports d'un grand malade cancer, dialyse, de son petit lieu de vie, son village par exemple, à un grand hôpital urbain. Et faute de pouvoir payer cela avec des revenus très bas, un pouvoir d'achat très bas, les gens ne se déplacent pas pour se soigner dans certaines couches de la société portugaise. Il reste d'énormes problèmes dans cette société qui n'ont pas été réglés. Dans la bonne tradition portugaise, on est en train de les faire passer pour perte et profit, c'est-à-dire en non-dit. Moi, je me surgirai toujours contre les non-dits, je les trouve pernicieux à tout point de vue, et donc je le dirai toujours, au risque de passer pour une Cassandre, mais ce n'est pas le cas, il faut le rappeler. Et je voudrais revenir à ce que venait de dire Antonio Costa Pinto, à savoir que la grande stabilité politique portugaise et la grande stabilité finalement de l'état d'esprit des Portugais, on a dit que le Parti socialiste se maintenait au Portugal, mais autre caractéristique du Portugal, il n'y a pas de parti xénophobe, populiste, d'extrême droite au Portugal, alors que le Portugal accueille de nombreux migrants, par exemple. Oui, effectivement, il n'y a pas cette caractéristique, là aussi, une singularité à l'aune européenne. Ceci étant, alors, les choses ont un petit peu évolué au fil des 15 dernières années, justement avec, il y a eu l'afflux de migrants au tournant à la fin des années 1990, il y a eu des prises de conscience, il y a eu
Il suffit quelquefois aussi d'aller c'est un bon reflet, dans les stades de football, dans les stades de sport, où on observe un certain nombre d'agissements qui montrent bien que la question de la xénophobie, du racisme est présente. Et c'est vrai que les formations politiques, l'offre politique, aujourd'hui ne s'est pas cristallisée autour de l'émergence, soit d'un parti populiste ou d'une sorte de, comme il y a en Italie, de Beppe Grillo, de ce genre de parcours. Pour l'instant, ça n'a pas émergé. Alors, les raisons explicatives, elles sont de plusieurs ordres. Ça a été rappelé, cette stabilité quand même du système politique. Antonio Costa Pinto parlait le refus et la prudence, enfin le rejet des extrêmes, on va dire. Je crois que ça c'est quelque chose effectivement de fort. Également dans l'offre politique, que ce soit le Parti communiste ne s'est pas complètement effondré, volatilisé, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays européens, et a su, dans un certain discours à gauche aussi, une tradition ouvrière, etc., continuer avec un discours assez très critique à l'égard de l'Europe, avec une tonalité parfois aussi assez qu'elle pourrait qualifier de populiste. À droite, le centre droit aussi a canalisé à certains moments, a orienté, entre guillemets, que ce soit au PSD, mais surtout au sein du CDS, à une époque fortement parti populaire. On a bien vu que l'offre, là aussi politique, et des discours tentaient de reprendre, de capitaliser ou cette tentation un peu populiste qui s'exprimait ici et là. Et puis aux élections européennes, il y a eu cet avocat là qui avait obtenu un résultat aux dernières élections européennes, qui a obtenu un score autour de 6-7%, qui aurait pu être une amorce d'évolution populiste. Mais en l'état, effectivement, c'est quelque chose de singulier. Antonio Costa Pinto, l'avenir du Portugal, est-ce que c'est d'être le refuge des retraités, notamment français, et des artistes de tout poil qui ne veulent pas payer d'impôts ou pas trop, qui se retrouvent au Portugal? Il paraît que Florent Pagny, qui est un chanteur français, va rejoindre le Portugal. Il paraît même que Madonna mettrait les pieds au Portugal. J'ai entendu parler de ça. Alors, l'avenir du Portugal, quel est-il, et l'avenir du Portugal par rapport à l'Europe? Que dit-on de l'Europe au Portugal et qu'en disent les Portugais? Alors, du point de vue de l'Europe, il faut dire qu'il y a un grand consensus autour du rapport entre le Portugal et l'Union européenne. Ça veut dire que les Portugais sont en général très européistes et ils ont clairement la conscience que le futur du Portugal est et sera toujours lié à l'Union européenne. Ceci étant dit, évidemment, chaque fois que le Portugal a des problèmes économiques, etc., il y a toujours l'Atlantique. Au Portugal, on parle toujours du Brésil, des ex-colonies, de l'Afrique, l'Angola, par exemple, qui investissent pas mal dans l'économie portugaise, etc. Mais l'européisme est très fort. Et donc, la conscience de que le futur du Portugal est lié à l'Europe. Évidemment, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, le Portugal va profiter évidemment de tout, des retraités français, de l'investissement dans le boom immobilier des Brésiliens riches, etc. Sans doute, mais en même temps que, par exemple, les entreprises les plus importantes du Portugal siègent en Hollande, n'est-ce pas? Donc, c'est le marché européen, c'est la grande Europe, mais le futur du Portugal sera toujours lié au futur de l'Union européenne. Yves Léonard, on arrive presque à la fin de cette émission. Vous qui avez un regard extérieur, le nom portugais de cette émission, vous le voyez comment l'avenir du Portugal? C'est la futurologie, là, c'est toujours un exercice difficile. D'abord, moi, effectivement, j'ai un regard de passion pour ce pays, et c'est vrai que ces dernières années, on a senti un bouillonnement. Je terminais le livre là auquel vous faisiez référence sur c'est l'heure, cette espèce d'exhortation qu'il y a au Portugal, vieille exhortation. C'était une citation de Fernando Pessoa, c'est l'heure. Il y a un moment de l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui, et où le pays a cette capacité de rebond. Vous parliez de Renaissance. Le thème de la Renaissance, c'est un thème un peu récurrent. Si on reprend avec un regard historique, regard historique, il y a un siècle de cela. Il y a toujours cette récurrence du thème. Mais on sent bien là qu'il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser, de se mettre en place, avec des atouts indéniables. Alors, je me garderais bien de faire des prédictions, mais avec les politiques là qui ont été menées, d'une part, cet arrimage
image européen qui est solide. Effectivement, on voit bien que, alors peut-être nuancé, mais il y a des pans entiers de la population qui ont un regard sur l'Europe aussi critique ou interrogatif, mais on sent que la direction est là et que le futur du Portugal sera européen, avec en permanence et pas simplement dans la rhétorique, dans le discours, mais aussi dans les réalités, cet ancrage, cette ambivalence européen et atlantique, on a souvent dit à travers son histoire, qui donne aussi un supplément, qui donne un nouvel horizon. C'est toujours important dans la culture longue de ce pays d'avoir ces nouveaux horizons, pour, on l'a souvent dit, à la fois pouvoir capitaliser et se développer autour de ce rectangle européen, mais ne pas se sentir à l'étroit dans ce rectangle européen. Donc, il y a tout ça qui est en train de se cristalliser. S'appuyer sur l'Europe, regarder l'Atlantique. Exactement. Avec aussi, c'est important, même si ça a été souligné à juste titre, les efforts consentis dans l'éducation n'ont pas toujours donné les résultats qu'on pouvait imaginer, mais il y a une nouvelle génération qui est extrêmement, on dirait aujourd'hui dans la novlangue, un petit peu agile, on va dire, mais on les sent extrêmement mobiles intellectuellement, avec des formations qui ont été dispensées notamment quelquefois aussi grâce aux fonds européens, une société civile qui est extrêmement à la fois résiliente et imaginative, très créative. Et ça, ce sont autant d'éléments avec cette stabilité qu'on a rappelé à l'instant, politique, qui fait que on a là des éléments très positifs. Alors, comme moi je suis français et que je reporte un regard très peut-être excessivement bienveillant sur ce pays, je vais laisser mes amis et collègues portugais tenir peut-être un discours un peu différent, mais voilà, moi j'ai plutôt on parlait de verre à moitié vide, à moitié plein, je le vois plutôt à moitié plein, avec des éléments extrêmement encourageants. Et Léonard, c'est vous qui allez avoir les mots de la fin, car on arrive au terme de cette émission. Obrigado, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Julien Magoérou. Sur la page de l'émission, plein d'infos sur nos invités. Le podcast, vous le retrouverez sur le site RFI.fr ou les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez à Lisbonne, Paris ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.